c'est l'heure de notre rencontre quotidienne, cette conversation à trois voix. Née juste avant la Seconde Guerre mondiale en Roumanie, notre invité est arrivé en France à l'âge de 9 ans. Son bac, il le décroche à Paris, esquive la fac de droit et tombe dans le cinéma. C'est aux côtés des plus grands qu'il apprend cet art, Varda, Godard, Beckett, et puis notre invité va produire, distribuer des films. MK2, c'est lui. Passionné par l'art, la création et l'image, il collectionne depuis plus de 20 ans les clichés des grands photographes. Une partie de sa collection personnelle s'expose en ce moment au Centre Pompidou, aux côtés de celle du Musée national d'art moderne, une façon de raconter l'histoire ou les histoires de la photo. Bonjour Marine Karmitz. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. On va évidemment largement parler de cette exposition Marine Karmitz, corps à corps, histoire de la photographie au Centre Pompidou jusqu'au 25 mars prochain. Mais j'ai lu que vous aimiez tellement la photographie qu'elle s'affiche dans les murs de votre chambre. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ah oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de photos qui sont parties à Pompidou et elles ont été remplacées par d'autres, donc je change régulièrement l'accrochage. C'est très, très intéressant d'ailleurs parce qu'on redécouvre les photos et surtout on redécouvre le voisinage, le bon voisinage ou le mauvais voisinage entre des artistes différents. Parfois ils ne s'entendent pas entre eux, au contraire parfois ils s'entendent très bien. Donc c'est des découvertes chaque fois sur l'histoire de la photo, en fait. Quelles sont les photographies que vous avez laissées partir au Centre Pompidou Oui, il y en a beaucoup. Il y a... Celles de votre chambre, j'imagine. Celles qui sont peut-être les plus personnelles, celles qui vous touchent le plus, que vous mettez dans cet endroit. Curieusement, ce n'est pas une photographie, mais c'est un masque de Man Ray, qui est le masque de la Noyers de la Seine. Et ce masque que j'ai connu, pas de Man Ray, qui se vendait dans le commerce, qui est un masque en plâtre, très connu par beaucoup d'auteurs. Il y a eu énormément de grands écrivains qui ont écrit autour de la Noyers de la Seine, était le personnage quasiment principal d'un livre qui était mon livre de chevet quand j'étais adolescent et qui s'appelait Aurélien d'Aragon. Et il avait au-dessus de son lit ce masque de la Noyers de la Seine en plâtre. Puis j'ai perdu ce masque dans les déménagements et un jour, en vente aux enchères, je vois ce masque, je dis, je connais ce masque, mais il était signé Man Ray. Et il était différent de ce que j'avais acheté jadis. Et j'ai acheté ce masque, et depuis, il est dans ma chambre. Mais maintenant, il est à Pompidou, bien sûr. Quand je vois un visage qui m'intéresse, la première réaction, c'est de faire un portrait de ce visage. Mais avec l'appareil photographique, parce que c'est plus direct pour moi. J'ai contrôlé assez pour pouvoir obtenir exactement ce que je veux de ce visage, l'éclairage. Je peux provoquer l'expression que je veux. J'aime pas le visage souriant, ça veut rien dire. Ni le visage avec des moustaches. Ça cache le caractère, n'est-ce pas? Une barbe, oui, ça va. Ça cache des défauts quelquefois. Les yeux sont les choses qui changent le moins dans notre vie. De notre enfance jusqu'à notre vieillesse. Les yeux, ils grossissent pas, ils grandissent pas, ils rapetissent pas. C'est tout ce qui est autour, quelquefois, qui rapetissent les paupières, n'est-ce pas? La peau, mais les yeux eux-mêmes ne changent pas. Vous parliez, Marine Karmitz, de Man Ray. On vient donc de l'entendre parler de sa façon, en tant que photographe, de photographier le visage. J'imagine évidemment que ce qu'il dit vous parle, puisque la représentation de l'humain, la représentation même du visage, c'est le début de cette exposition à Pompidou. C'est le début et c'est aussi l'ensemble de cette exposition. C'est le visage et le corps, bien sûr. Pour moi, je n'ai pas de paysage. Je ne collectionne pas de paysages, mais je collectionne les visages. Comment vous dire ? Je crois qu'on est dans une situation très difficile qui est la violence qui est faite au corps. Depuis un certain nombre d'années, ça a été un interdit après la guerre, après la Shoah. On respectait les corps, on considérait qu'il y avait un respect qui était dû à l'intégrité du corps humain. Depuis quelques années, depuis peut-être la chute du mur de Berlin, on voit se développer une extrême violence dans les films, dans les séries, dans les images même, dans les photos, qui mettent en cause cette intégrité du corps humain. Et je pense que c'est très dangereux
très dangereux pour notre avenir. Et je voulais aussi montrer à quel point ces cœurs humains, ces visages sont touchants, intéressants, passionnants, et à quel point il faut absolument les respecter. C'est une façon pour moi, de m'opposer à au développement de cette violence que je considère comme barbare. Donc cette exposition, vous la voyez aussi comme une forme de refuge, j'imagine, peut-être à la violence d'aujourd'hui. On va y revenir, mais sur l'idée du visage, qu'est-ce qu'on photographie quand on photographie le visage de quelqu'un? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce que disent les photos que vous avez collectionnées au fur et à mesure des années? Je crois que c'est là où on voit aussi la difficulté de photographier le visage, parce que il y a des grands photographes qui ont parfaitement fait passer à travers le visage une émotion et une altérité, l'idée d'une altérité. Ils nous font rêver sur un visage. Et d'autres qui sont simplement dans la réalité, le compte-rendu de la réalité, l'illustration des visages. Et là, quand on regarde attentivement, on voit la différence entre petit maître et grand maître, ou photographe et réellement grand maître de la photographie. Par exemple, Marine Karmitz, quand vous dites petit maître et grand maître, c'est-à-dire qu'un petit maître ne va photographier qu'une copie du réel, alors que le grand maître on va avoir l'espace pour imaginer autre chose? Oui, c'est-à-dire que pour moi la différence, mais elle est aussi valable dans les films. J'ai appris ça en collectionnant des films auparavant. Oui. C'est l'illustrateur, celui qui ne montre que la réalité brute. Si vous voulez, je prends un exemple en peinture. Il y a la cathédrale de Rouen qui a été énormément peinte. Et il y a des peintres du dimanche qui peignent cette cathédrale de Rouen, mais il y a aussi Monet qui a peint cette cathédrale à différentes heures du jour et même peut-être de la nuit. Et là, on voit la différence entre le même sujet peint de façon extrêmement différente par simplement l'illustrateur et l'inventeur de forme, le créateur d'autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse dans la photo, et celle que je collectionne, c'est celle qui me fait rêver, qui me permet à moi de me construire mon propre monde, de construire un univers spécifique. Et comment ça peut se produire avec la photo en particulier? Parce que la photo, à la différence du cinéma où il y a du montage, où il y a un scénario, la photo est vraiment la fixation d'un instant. C'est difficile en fait de laisser cette place-là. D'ailleurs, c'était un des premiers reproches qu'on a fait à la photographie, d'être une pâle copie du réel. Alors, justement, la photo pendant très longtemps a été une pâle copie du réel. Et je crois qu'il y a quelque chose de mystérieux que seule la photo peut faire, c'est ce millième de seconde. Car le cinéma, c'est 24 images en une seconde. Là, c'est 1 millième de seconde et il faut toute une histoire, arriver à montrer une histoire ou à raconter une histoire en une image. Et là, le mystère, et c'est là les photos que j'ai tenté de réunir, c'est des photos qui, pour moi, racontent au moins 10, 20, 30 histoires que je peux me raconter, et j'espère que les visiteurs pourront se raconter, et qui font rêver à l'autre, qui font rêver à la présence de l'autre. C'est-à-dire, je crois que c'est un élément d'altérité considérable que d'avoir en face de soi des visages et des corps. C'est aussi une façon de penser à l'autre. Marine Karmitz, expliquez-nous comment vous avez travaillé, puisqu'on parlait de cette exposition. Elle réunit une collection publique, donc celle du Musée national d'art moderne, le Centre Pompidou, qui est une collection colossale. Il y a 40 000 tirages, plus de 60 000 négatifs. Et votre collection, votre regard à vous depuis une vingtaine d'années sur la photographie au XXe et au XXIe siècle. Comment vous avez travaillé pour justement mettre en regard ces deux collections avec notamment Julie Jones, qui est la commissaire de l'exposition? Travail absolument passionnant et avec une conservatrice extraordinaire qui est Julie Jones. C'est Julie Jones qui a eu l'idée de me proposer cela. Je l'avais connue quand j'ai fait une exposition dans une fondation qui s'appelait la Maison Rouge, qui était la fondation d'Antoine de Galbert. Et qui n'existe plus d'ailleurs. Qui n'existe malheureusement plus, qui manque beaucoup, et qui était un lieu exceptionnel, et où j'ai fait une exposition qui s'appelait Étrangers résidents. En 2017. En 2017, et Julie s'était occupée des cartels et du catalogue. Et donc elle avait vraiment vu mon exposition,
enfin mon exposition, elle Votre avait collection. vu ma collection et m'a proposé cette idée. Et on a commencé à travailler et à dialoguer. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Alors, moi, j'étais extrêmement tenté par cette idée parce que il y a quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est le rapport public-privé. Ce rapport public-privé que je pense être indispensable pour aider les artistes, parce que le privé aide les artistes parce qu'ils achètent, parce qu'ils font connaître, parce qu'ils rentrent dans des collections, etc. Mais le public les fait réellement les remettre dans l'histoire, n'est-ce pas? Et donc, public et privé sont des apports importants pour des artistes, pour les photographes, pour les peintres, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le public n'a pas les moyens financiers d'acheter des photographies, alors que le public, lui, que le privé, lui, peut donner aussi des photos, parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez donné une partie des photos qui sont d'ailleurs exposées au Musée national d'art moderne. Alors, le public a peu de moyens. En ce qui concerne la photographie, c'est rentré depuis peu dans les collections. C'est très nouveau, le rapport que nous avons avec la photographie. Les premières galeries de photos en France datent de 1976. Les premiers musées, enfin les premières expositions dans des musées à partir des années 80. Les premières ventes aux enchères, c'est à partir des années 1980. Donc vous voyez, c'est très très récent. On a un rapport nouveau avec la photographie et c'est pas toujours les enfants gâtés des institutions publiques. Ils sont toujours dans les coins, dans les couloirs. Hein. La photo n'est pas vraiment estimée à son niveau, sauf quand il y a des musées de la photo, ce qui est le cas en France, par exemple, avec le jeu de paume. Et donc, le rapport privé-public est compliqué, et je tenais beaucoup à montrer qu'il y avait des passerelles, qu'il y avait possibilité de discussion et d'estime entre privé et public. Parce que ça, c'est un pas en avant, et c'est un pas en avant qui peut être favorable aux artistes. Allez-y. Mais oui, parce que est-ce que ça vous inquiétait, en fait, cette absence de photographie dans les institutions publiques, ou est-ce que c'est plus une question plus générale de politique qui vous inquiète sur l'état de l'art en France et de la manière dont il peut se déployer avec des moyens importants? D'abord, effectivement, l'absence de lieu pour la photographie m'inquiète. Par exemple, si on prend Beaubourg, il y a des milliers et des milliers de photos, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a pour l'instant un espace qui est très réduit. J'espère que le succès de cette exposition, le grand succès même de cette exposition, va faciliter maintenant l'idée que la photo... Il y a un espace dédié à la photo. Un espace dédié où aussi la photo peut aussi être au milieu des peintures, etc. C'est un peu compliqué, mais enfin c'est une réflexion différente sur l'importance de la photo dans l'histoire de l'art. Voilà. Et dans cette histoire de l'art, ce qui est intéressant avec l'exposition dont on parle corps à corps au Centre Pompidou, c'est justement la complémentarité aussi dans les œuvres qui sont présentées, dans les œuvres de la collection privée et de la collection publique. Je pense notamment à ce dialogue qui est mis en avant dans l'exposition sur les deux versions de l'araignée d'amour d'Henri Cartier-Bresson. Il y a donc deux versions, une qui vous appartient, une qui appartient au musée public. Vous saviez qu'il y avait deux versions de cette même photo ? Non, pas du tout. J'ai découvert grâce à Beaubourg, mais j'ai découvert aussi beaucoup d'autres choses grâce à Beaubourg. Non, je ne savais pas du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand même Henri Cartier-Bresson est un grand théoricien de l'instant, de la photo unique et de l'instant. Et là, on voit que sur le même sujet, il a deux façons d'aborder ce sujet, deux prises de vue, deux objectifs différents, deux formats différents. Et en quoi elles diffèrent ces deux photos, pour que les auditeurs se figurent un petit peu la différence entre ces deux prises de vue ? Il faut vraiment qu'ils y aillent. C'est vrai que c'est pas facile. C'est une bonne promo, ça, Marine Karmitz.
C'est une photo hyper connue, c'est une des photos les plus connues d'Henri Cartier-Bresson, mais pour voir la différence, c'est vraiment compliqué. Il y a de la lumière qui est différente. La lumière différente, la position des corps. C'est deux femmes qui font l'amour ensemble. C'était une photo qu'il a faite au Mexique, avant-guerre, et elles sont pas dans la même position, et le photographe n'est pas non plus dans la même position. Et alors justement, est-ce que vous pensez que sur ces deux photos, moi j'ai la chance de les avoir sous les yeux, vous pensez qu'il y a deux histoires différentes qui sont racontées? On peut imaginer qu'il y a deux histoires différentes. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma, dans la peinture ou dans la photo, c'est la liberté laissée aux spectateurs d'imaginer ce qu'ils veulent. C'est la possibilité de faire intervenir le spectateur pour enrichir le contenu de ce qui est montré. Et de ne pas dessiner à gros traits et de façon directive le bien et le mal. Que ce soit beaucoup plus ambigu et que ce soit au spectateur de décider. Je construis un peu des utopies avec mon travail photographique. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec un outil qui me dérange à plein de niveaux. C'est-à-dire que justement, s'il y a un des caractères qui me dérange beaucoup dans la photographie, c'est son illusion du réel. Parce que ça n'est qu'une illusion. Je veux dire, n'importe quelle image ne fait pas simplement un prélèvement du réel. Et je dirais même inconsciemment. Donc moi, je préfère travailler consciemment ce que je mets dans une image. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses, par exemple même de ce que ma fille a pu faire quand elle était petite en photographie. Ça fait sourire parce qu'on voit à quel point, je veux dire, on a un regard qui est relié au cerveau et qui donne des signes de son rapport au réel, de son propre lien au réel, et que obligatoirement la photographie ne sera qu'un tout petit éclairage, je dirais, sur un rapport qu'on a au réel. La photographie, illusion du réel. Valérie Jouve, photographe contemporaine, c'était sur France Culture en 2014 dans Conversation d'été. C'est l'une des premières questions qu'on se pose. Et vous-même d'ailleurs, vous vous l'êtes posé cette question, Marine Karmitz, quand vous avez fait de la photographie, notamment dans les années 70. Vous avez une expérience en agence de presse, les agences de presse de Libération, si je dis pas de bêtises, du journal. Pour vous, à ce moment-là, la photographie, c'est quoi? C'est un moyen d'informer d'abord? J'ai une ma première expérience en photographie est liée à un échec. C'est l'échec de l'examen du concours pour rentrer à l'école de cinéma, l'IDEC, où je voulais rentrer comme réalisateur. Ils ne m'ont pas accepté comme réalisateur et j'ai potassé comme un fou pendant tout l'été pour rentrer comme opérateur. Donc j'ai appris le métier d'opérateur. Derrière la caméra. Derrière la caméra et dans les chambres noires à développer, à tirer les pellicules noir et blanc, couleur, etc. Et j'avais là un ami qui s'appelait Johan van der Keuken, qui était aussi à l'IDEC, mais qui lui était déjà un photographe très connu en Hollande. Il avait 17 ans, mais il avait publié un bouquin et c'était une star en Hollande. Et on faisait des photos ensemble et lui faisait des photos sur le même sujet. Lui faisait des photos formidables et les miennes étaient nulles. Pourquoi vous dites ça? Parce que lui, il arrivait à montrer une réalité complexe avec des sous-entendus, des rêves possibles, etc. Moi, je montrais la réalité telle qu'elle était. Alors ça, c'est une chose que moi, j'arrive pas à comprendre, Marine Karmitz. Vous avez essayé de le dire déjà tout à l'heure, vous l'avez très bien dit, c'est moi qui n'arrive pas à comprendre, mais c'est-à-dire à quel moment on différencie vraiment une photographie qui raconte quelque chose, qui rend une réalité complexe et une photo nulle? Eh bien, ça, c'est très difficile. Bah oui. Alors, il y a déjà une petite piste. Ah ben, donnez-moi, parce que moi, j'aimerais savoir. C'est la chasse à l'anecdote. Ok. Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup travaillé avec un cinéaste qui s'appelle Abbas Kiarostami, qui fait aussi des photos. Et il m'a amené ces photos, c'est des photos de paysages. Et il me les montrait en disant « choisis, aide-moi, je ne m'y retrouve pas, etc. » Ce qui n'est pas trop votre tasse de thé en plus, ce n'était pas les ma tasse photos de thé, paysages. si ce n'est Kiarostami qui était réellement ma tasse de thé. Et il montrait ces photos. Et qu'est-ce qui faisait
pour moi qu'une une photo était meilleure qu'une autre, c'est justement une différence autour de l'anecdote. Alors qu'est-ce que c'était l'anecdote? C'était tout à coup, dans un coin, un espèce de bout de paysage, d'arbres ou de route ou de je sais pas quoi, qui n'avait rien à faire là, qui détournait l'attention vers quelque chose d'inutile, un personnage, etc. Mais immédiatement, la photo devenait une photo du magazine Géo. Vous voyez, c'est un très bon magazine de découverte, mais avec des photos souvent anecdotiques. Alors qu'il fallait qu'il se concentre sur son sujet, et quand c'était concentré sur le sujet, là, tout à coup, la photo nous permettait de rêver. Donc, mais l'anecdote nous faisait déraper ailleurs. Pousser l'anecdote, en fait, enfin, la supprimer. Chasser l'anecdote. Voilà. Mais chasser l'anecdote, c'est aussi dans les scénarios, la même chose. C'est aussi dans la peinture. Il faut que l'anecdote soit voulue. Et c'est ce que un très grand historien d'art qui s'appelait Daniel Arras appelait le détail. Ce détail, il doit signifier quelque chose. Il doit rentrer dans une construction. Et ne pas être fortuit. Ne pas être fortuit ou non maîtrisé. Mais quand on prend une photo, pour qu'elle soit réussie, donc si je vous comprends bien, c'est une histoire de cadrage d'abord, d'œil, de ce qu'on regarde, de ce qu'on veut montrer. Donc si on revient à ce que disait Valérie Jouve sur la réalité, on ne montre jamais la réalité. Donc vous êtes passé sur cette expérience d'information, de photojournalisme presque. Pourtant, ça revient beaucoup dans votre collection, l'idée de montrer quelque chose, et peut-être aussi l'idée du rôle du photographe. Alors, quel est le rôle du photographe selon vous? Il peut y avoir plusieurs rôles. Alors, je vous réponds pour l'expérience de photojournaliste. J'assurais effectivement pour l'agence de presse Libération les diffusions de tracts militantes, etc. dans les sorties d'usines. Aux sorties d'usine. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite, en particulier je couvrais Renault et Citroën, que chaque fois qu'il y avait la presse, donc un photographe, et la présence d'une personne qui avait un appareil photo, la violence augmentait. Mais la violence augmentait considérablement, c'est-à-dire que les militants, les syndicalistes, les gardes de l'usine étaient en représentation. Ils jouaient un rôle, du coup. Ils jouaient un rôle, et ce rôle se traduisait par une violence plus grande, puisque le rôle qui leur était assigné, c'est de se cogner dessus. Ça veut dire qu'ils se disaient, il y a un photographe, il faut qu'on accentue nos positions et nos rôles. Il faut qu'on montre à quel point on pisse le plus loin, quoi. Bon. Mais ça, c'est le problème de l'image, Marine Karmitz. Ça, c'est le problème. Ça hystérise et ça accentue chacun des rôles. Exactement. Mais quand on est amené à participer à cela, on se pose des questions, ou on peut se poser des questions. Et très vite, je me suis posé des questions. Et je me suis posé la question qui a été malheureusement, très malheureusement tranchée, c'est que je devais couvrir Renault, une distribution de tracts à Renault. J'avais la sortie de mon film coup pour coup au même moment. Il y avait un très jeune photographe qui a été envoyé sur place. J'avais demandé qu'il soit protégé parce que c'était vraiment dangereux. Et il a été protégé, mais le jeune ouvrier qui le protégeait, qui s'appelait Pierre Auvernay, a été tué par le garde de l'usine. Donc ça s'est soldé par une mort. Et pour moi, ça a été la remise en cause énorme, fondamentale, de mon rôle et de photographe et de mon rôle par rapport à la photo. Donc j'ai remis mon appareil dans un sac et je n'ai plus jamais sorti. Mais ça ne vous a pas empêché par contre de devenir un grand producteur d'images et un grand collectionneur d'images. Et en essayant de faire très attention à ce que ces images ne soient jamais dans le contexte de pousser à cette violence ou de faire en sorte que cette violence ne soit pas dans un contexte de réflexion sur ce qu'elle représente. J'ai eu un très grand, des démêlés assez sérieux autour de Pulp Fiction, au moment où le film est passé à Cannes, que j'ai accusé Tarantino et le film de développer le culte de la barbarie, face d'ailleurs à un film que j'avais à l'époque en compétition aussi, et qui était Rouge, de Krzysztof Kieślowski, 3 couleurs rouges de Krzysztof Kieślowski. Et l'un s'opposait vraiment à l'autre,
l'un proposait une réflexion sur la justice, l'autre montrait comment, dans une voiture, on peut tirer sur quelqu'un et faire éclater son crâne dans cette voiture. Ce qui veut dire que pour vous, Marine Karmitz, il n'y a pas seulement une bonne et une mauvaise photo esthétiquement, mais aussi moralement. Il y a une morale de l'image. Ah, toujours. L'image est porteuse obligatoirement d'une éthique. Je ne sais pas si c'est une morale, mais en tout cas d'une éthique. D'où d'ailleurs le fait que l'image dans le judaïsme est relativement interdite, car poussant vers l'idolâtrie. Ça veut dire que les photos de votre collection, elles sont toutes passées sous votre spectre, votre filtre de l'éthique. C'est-à-dire vous faites attention au type de photos que vous achetez. Bien sûr, absolument. Et je ne pourrais pas vivre avec des photos qui, tout à coup, montrent quelque chose qui m'est vraiment, qui est contraire à ma façon de vivre, à mon envie de vivre. Mais c'est une position très difficile à tenir, Marine Karmitz, parce que on peut être fasciné, on peut trouver beau des choses qui sont amorales, qui sont immorales. C'est pour ça que je parlais plutôt d'éthique que de morale. C'est pas la morale qui est en cause. C'est pas deux hommes qui couchent ensemble. C'est pas, le fait de tuer quelqu'un, par exemple, comme dans le film de Tarantino, Pulp Fiction. C'est de le montrer tel quel, en y prenant plaisir et en faisant en sorte que les gens qui le voient, que ça devienne un spectacle et qu'on y prenne plaisir, une addiction à cette violence, ça m'est insupportable. Mais par contre, j'ai dans l'exposition, toute une série de photos qu'on appelle la place blanche, qui sont des photos de travestis faits par un photographe suédois extraordinaire, Strömholm, et qui sont magnifiques, qui sont extraordinaires. Il y a même une photo qui en fait est généralement interdite dans les musées, qui est un travesti nu et qui est d'une beauté, d'une tendresse formidable, parce qu'il a un regard tourné vers ces gens et qui nous le fait partager. Et c'est pas du tout violent. De mon point de vue, ce n'est ni violent ni agressif. C'est pas le contenu de l'image, en fait, c'est les conditions de production ou de réception de ce que ça fait et dans quel contexte c'est fait qui vous importe, Marine Karmitz. Oui, et le résultat. Et le résultat, est-ce que ça s'inscrit dans le respect de l'autre ou est-ce que ça s'inscrit dans l'attaque à l'égard de l'autre ou le mépris de corps humain ou de l'homme? C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang d'amour mais de dégoût dans la bouche. Je vais pas continuer à vous chanter, hein. Je viens de demander autre chose. Ça date de quand, ça? Oh, c'est vieux aussi, très très vieux. C'est avant 36. Hein. 36? Bien avant. J'entendais chanter, moi j'avais 18-20 ans. Ça vient en arrière quand même, hein. C'est vieux comme chanson. C'est passé à 36. Un petit peu comme ça, c'était moins violent, mais on occupait aussi. Absolument personne ne travaillait. C'est tout. On voulait travailler, on arrêtait les moteurs dans l'usine. Il y en a qui voulaient travailler, mais on arrêtait les moteurs. Alors quand ils ont vu qu'il n'y avait rien à faire, tout le monde était arrêté. Vous passiez pour arriver spontané comme ça, d'un seul coup, vous avez... Ah non, c'est pas venu d'un seul coup, ça a bien duré 2 jours avant que tout le monde que l'usine soit complètement arrêtée. Après mai 68, Marine Karmitz, vous allez réaliser des films militants, dont celui-ci, un documentaire qui s'appelle Coup pour coup en 1972. C'est pas un documentaire. C'est un film de fiction avec des acteurs et des actrices, mais les actrices sont des ouvrières qui ont vécu ce qu'elles racontent. Alors justement, c'est ça qui nous intéressait. On parlait du rôle du photographe tout à l'heure, vous l'avez expliqué. Et quelle est la différence avec celui de réalisateur de film à ce moment-là? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est de donner la parole à ces femmes plutôt que de montrer quelque chose que vous ne pourriez maîtriser puisque ce serait plutôt du documentaire dans ce cas-là? La photo, elle est muette. Donc c'est très avantageux d'une certaine façon. C'est plus facile et beaucoup plus difficile. Les films, c'est aussi la parole. Donc c'est la maîtrise de cette parole. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le langage. J'ai commencé à travailler sur le langage avec Marguerite Duras, puis ensuite avec Samuel Beckett. J'ai fait un film avec les deux. Et puis ensuite, donc c'était le langage du nouveau roman de l'époque. Et puis après mai 68, j'ai eu violemment secoué par mai 68 et très heureux d'avoir vécu ce moment. J'ai voulu donner la parole
à des gens qui ne l'avaient pas, en utilisant mes compétences, mon savoir de réalisateur, d'intellectuel, etc., pour leur donner la parole. Et il y avait des grèves de femmes, très peu syndiquées à l'époque, des premières grèves de femmes qui occupaient leur usine et séquestraient leur patron. J'avais couvert ça en photo, avec la photo. J'avais fait des photos pour un journal qui s'appelait J'accuse et pour La Cause du Peuple de ces grèves. Donc j'avais connu un certain nombre de ces ouvrières et j'avais vu comment elles fonctionnaient et j'ai eu envie de leur donner la parole et qu'elles racontent leur histoire. Pourquoi les remettre en scène alors? Pourquoi ne pas simplement les interviewer? Pourquoi ne pas se fondre avec elles dans leur quotidien? C'est la différence entre justement le documentaire, en tout cas certains documentaires et un film, c'est la mise en scène. Et je crois que la mise en scène est essentielle. Je fais une petite parenthèse. J'ai fait la télé. J'ai créé une télé qui s'appelle M6. Bon, et je me suis beaucoup posé la question en disant qu'est-ce que c'est qu'une bonne télé. Et j'avais un voisin qui était Danet, Serge Danet, qui était un grand critique un grand analyste de la télé, et on discutait. Et on a fini par trouver l'idée suivante, une grande télé, c'est une télé mise en scène. Alors qu'est-ce que c'était la mise en scène, par exemple? Exemple de mise en scène, c'est la voix de Patrick Brion quand il présentait le Ciné-Club. C'est une mise en scène. C'était à l'époque les émissions de Pollack avec des gens qui s'engueulaient dos à dos. Pas face à face, mais dos à dos, et dans un contexte d'amphithéâtre, etc. Donc, c'était ça, des exemples qu'on avait trouvés. Et donc, je crois beaucoup à l'idée de la mise en scène. Ce qui fait que j'ai tenté d'appliquer cette idée à l'exposition que vous avez vue. C'est-à-dire la nécessité, de respecter les artistes, et donc de partir des œuvres, et de faire en sorte qu'on puisse mettre en scène ces œuvres, de façon à ce que les spectateurs, les visiteurs, puissent suivre un rythme, un chemin, qu'ils puissent avoir le temps de rêver, qu'ils puissent éventuellement s'asseoir, des places plus petites, des endroits plus grands, etc. C'est la gourde qui est tombée. Tout C'est va pas bien. grave. Un geste de trop. Donc c'est plus une importance autour de la mise en scène pour vous que d'un scénario? Alors, le scénario, par exemple, de Coup pour Coup, puisque c'est le film dont on parlait, a été fait avec les ouvrières. Au départ, il y avait un scénario, elles ont tout détruit en disant c'est pas vrai, c'est pas comme ça, etc. Au point d'ailleurs de demander à ce que des comédiennes qui jouaient dans le film quittent en disant qu'elles jouaient faux. Et donc, j'ai dû me séparer de certaines comédiennes. Et on travaillait de façon très particulière puisque j'enregistrais les séquences en vidéo, donc c'était en 72, c'était très tôt, je leur montrais quand elles trouvaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, un mot qui n'allait pas, des mots qu'elles inventaient, et qu'on me remettait en scène, et qu'elles rejouaient. À ce moment-là, on changeait. Donc c'était une expérience complètement incroyable, parce que elle-même, la très vieille dame qui chante et dont vous avez passé l'extrait, elle a répété, on a fait plusieurs prises, elle redisait son texte. Mais le texte a été en partie écrit par elle. Vous disiez vouloir donner la parole avec ce film à ceux et celles qu'on n'entendait pas. Il y a aussi dans votre démarche, dans votre rapport à l'art et à la création, l'idée de se placer à la marge, d'aller voir, d'aller entendre, de montrer ceux à qui on ne donne pas la parole. Alors ça se retrouve aussi dans vos collections de photos d'ailleurs, avec des personnes noires mises en scène, des tziganes, des personnes marginales. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, à cet endroit de la marge, selon vous, qui est intéressant? C'est-à-dire que je pense que la création, dans tous les domaines, elle se fait contre. Elle se fait contre quoi? Elle se fait contre des idées dominantes, un goût dominant, et ce qu'on peut appeler l'académisme. Les idées reçues, l'illustration, justement, ce qui permet de sortir de l'illustration, c'est d'inventer quelque chose de nouveau, d'amener une pierre dans ces bâtiments qui sont à construire. Bon. Et donc, on est contre un système. Et la difficulté, c'est que en étant contre, on est un peu rejeté, même très rejeté par le système.
le rôle que je m'étais assigné quand je faisais la production et la distribution, c'est d'être comme un éditeur ou un marchand de tableaux, c'est d'être un intermédiaire qui permette, une fois qu'un artiste a fait quelque chose contre, de le faire connaître et d'aller vers la reconnaissance plus large et publique. Et donc, j'étais constamment dans une situation où je continue de défendre la marge, la création en marge et la nécessité de la faire connaître pour qu'elle soit reconnue. La difficulté dans ces cas-là, que ce soit pour les artistes ou pour moi, c'est de retourner à la marge. Parce qu'une fois qu'on est bien installé dans une situation confortable, de prix, quand on est MK2 comme vous, voilà. Quand on a pensé M6 Voilà. et quand on est au Centre Pompidou, qu'est-ce qui reste de la marge dans cette démarche? C'est justement le problème, c'est qu'il faut retourner à la marge tout le temps. Et comment se vous faites remettre en question tout le temps. Comment vous faites pour faire ça? Parce qu'une fois qu'on a décidé presque, en fait, je vois, vous avez été producteur de La vie est un long fleuve d'Étienne Châtillet. J'ai vu ce film des milliers de fois, je l'adore. Formidable. Ça a vraiment structuré un imaginaire. Quand on a structuré pendant des années l'imaginaire des Français et des Françaises et même des spectateurs dans le monde, on n'a plus rien de marginal, en fait. On a créé les goûts communs. Oui, mais alors il faut retourner à en créer d'autres. Et il faut que d'autres existent. Alors comment fait-on? Il faut être curieux. Je pense que la seule façon Et on n'est pas un peu coupé du monde? Justement, il ne faut pas se couper du monde. Ouais. C'est-à-dire que quand on a un prix, une palme d'or à Cannes, et j'en ai eu quelques-unes à Venise, à Cannes, etc., il faut absolument se remettre immédiatement en question. Ce n'est rien, ce n'est pas important. Si on se prend la grosse tête, c'est terminé. Que ce soit les metteurs en scène. Moi, je crains les palmes d'or, les prix, etc., pour les metteurs en scène. Parce que la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, je les ai vus se perdre dans quelque chose qui était l'acceptation par l'académisme, par les idées reçues, etc., et ne pas se remettre en question. Et ça, c'est incroyablement dangereux parce qu'ils perdent leur âme, ils perdent leur talent. Et donc, c'est pareil pour moi, donc acheteur de photos ou ex-producteur. Ouais. Il faut curieux. Donc, continuer à aller chercher et continuer à mettre en cause son regard. Il faut éduquer son regard et pour l'éduquer, il faut jamais s'arrêter sur une idée reçue. Merci beaucoup Marine Karmitz d'être venue dans les Midis de Culture. On s'approche de la fin de l'émission. Je vais rappeler que l'exposition Corps à corps, histoire de la photographie est visible au Centre Pompidou jusqu'au 25 mars prochain. On a le temps d'aller découvrir ces 500 photos réunissant donc pour la première fois cette collection publique du MNAM et votre collection privée avec un très beau catalogue complet aussi qui accompagne cette exposition. Marine Karmitz, le moment est venu pour vous de faire un choix musical cette fois-ci. Alors on vous propose de choisir entre deux parties du corps. Vous avez le choix entre un œil ou une main. L'œil. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know. Le choix de Marine Karmitz dans les Midis de Culture. The Flamingos, I Only Have Eyes for You. Merci encore d'être venu dans notre studio. On remercie aussi toute l'équipe des Midis de Culture, préparée tous les jours par Aïssa Twendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. L'émission est réalisée ce midi par Félicie Faugère et Nicolas Berger. À la prise de son, Noé Chaban. Merci Géraldine Mosna-Savoie. À demain, Nicolas Herbeau. À demain.